En fait, avec Arcade, on se dit, nous, on veut surtout agir ensemble. C'est en fait retrouver des lieux d'action commune, de cohésion de la jeunesse. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a les bars, mais où est-ce qu'on construit ensemble, où est-ce qu'on continue à être une nation de bâtisseurs et qui écrit l'histoire. Bienvenue sur Impact. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Amaury Gomard, qui est donc directeur général, nouvellement directeur général de Arcade. Vous le verrez lors de cet entretien, on va parler de patrimoine, de la relation qu'ont les Français avec leur patrimoine, de comment on peut justement entretenir ce joyau reçu de nos ancêtres et pour pouvoir le transmettre justement aux générations futures. C'est tout de suite sur Impact. Juste avant, je tenais simplement à vous remercier pour votre fidélité. Continuez à réagir en commentaire, c'est extrêmement important parce que nous, ça nous permet d'avoir des idées, d'avoir des interactions avec vous, de pouvoir justement affiner, avoir aussi des invités prestigieux. Continuez à vous abonner à la chaîne et j'en profite également pour remercier notre partenaire Epopée Film, la plateforme de vidéo à la demande des amoureux de la France. C'est la meilleure aussi occasion de découvrir, de redécouvrir ce qui fait la richesse et la beauté de notre culture française. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet entretien et je vous dis à très bientôt. Donc aujourd'hui, je vous le disais, on a le plaisir de recevoir Amaury Gomard, qui a cofondé l'association Arcade, donc de défense et de valorisation du patrimoine. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de l'activité de l'association, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas forcément et surtout aussi présenter la raison pour laquelle tu t'es justement engagé dans la défense du patrimoine? Avec plaisir, merci de me recevoir. Donc Amaury Gomard, j'ai 27 ans. Je suis actuellement directeur de l'association Arcade qu'on a fondée il y a 5 ans avec 4 copains. C'est un tout nouveau job, hein. Ça fait 2 semaines que je suis passé à plein temps pour l'association comme directeur et donc salarié. J'étais président et bénévole jusqu'à maintenant. Donc c'est une belle étape pour l'association. On essaye d'accélérer maintenant dans notre projet. Et sinon, pour me présenter rapidement, je suis vendéen. Je pense que ça joue un peu aussi dans cet amour du patrimoine, du beau, de l'histoire, et de défendre quelque chose qui vient un peu de loin. Et avec un père militaire, j'ai pas mal vadrouillé, et donc aussi un peu cet amour du territoire français et de ces différentes régions qui sont assez magnifiques. Et comme on agit dans un certain nombre de départements, je pense que ça m'a ouvert aussi à ces différentes richesses que contient notre beau pays. Et voilà, directeur d'Arcade. Ça fait combien de temps que ça existe maintenant, Arcade? Et ben là, on a fêté nos 5 ans il y a quelques mois. Donc un beau petit palier pour une association qui continue à grandir. Donc ça, les signaux sont plutôt ouverts. Formidable. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur de la création de cette initiative? Un bon copain et une bonne bière. Ça Ouais. fait généralement bon ménage. En fait, on était étudiants avec Augustin Latron. On se connaît on est copains de Vendée. Et on était étudiants à l'époque, lui en école d'archi, moi je faisais du droit et de l'histoire à l'ICES à ce moment-là. Et on se revoyait souvent à Paris autour d'une bonne bière. Et quand t'es étudiant, souvent, nous c'était un peu notre cas, on était 2 étudiants un peu idéalistes à refaire le monde, à vouloir sauver la France, à trouver le projet parfait pour aider tout le monde, etc. Un Français, quoi, finalement. Comment, voilà. Ouais, non, mais exactement ça. Mais sauf que j'étais un peu le gars facilement grande gueule, qui parlait beaucoup le soir, tard, mais le lendemain matin, tu galères à te lever, tu sèches les cours, et donc t'as plein de belles idées, plein de belles paroles, mais au fond, bah voilà, t'es le petit étudiant classique, tu te plains de ce qui va pas, et en fait, tu profites tu profites de tes vacances l'été en Bretagne, à la Baule, en Vendée, ou je ne sais quoi. Et du coup, l'impression de pas passer vraiment à l'action, on me demandait beaucoup, bah, tu parles beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais derrière? Et en parallèle de ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup c'est dans la Bible: à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et je prenais conscience de plus en plus que j'avais la chance d'être vraiment dans un environnement familial, amical, hyper protecteur, hyper grandissant, qui m'a beaucoup apporté. Enfin, j'ai tout reçu. Et voilà, j'arrivais à un âge, j'avais 21, 22 ans. Qu'est-ce que je veux donner? Et Augustin, je pense, était dans la même démarche.
Et voilà, c'est dans cette, on cherchait un projet qui ait du sens, qui puisse toucher un maximum de monde. Et en fait, assez vite, le patrimoine a fait écho. Augustin était en école d'archi, maintenant il est devenu architecte dans la défense du patrimoine, donc c'était tout à fait pertinent que le mot patrimoine sorte dans nos discussions. Et c'était souvent, je pense on fait partie aussi de ceux qui ont été baignés quand même par l'action de Stéphane Bern, qui est quand même le grand ambassadeur français sur le patrimoine. Et je pense que ça nous a sensibilisé, les questions des églises de village en mauvais état, bref, plein de choses qui rentraient. Et donc on avait cet amour du patrimoine d'un côté, et de l'autre côté, vraiment l'objectif on voulait lancer un projet pour les jeunes. En fait, on était un peu frustrés des vacances entre copains où on fait juste que profiter. Enfin, c'est sympa, hein, les vacances à la plage, mais se dire comment entre copains on peut aussi se donner. En fait, on se plaint souvent de ce qui tourne pas rond dans le pays, dans la société, mais ça nous empêche pas d'aller kiffer nos vacances. Et en fait, on peut être beaucoup à pas forcément être touché au quotidien par ce qui va vraiment pas dans le pays, à réussir à s'en sortir en fait. Mais comment en fait on prend notre part de responsabilité, on met la main à la pâte entre amis, parce que je trouve ça magnifique les amitiés qui se donnent entre elles et qui sont pas juste. J'aime beaucoup m'amuser, faire la fête, etc. C'est pas le souci, mais en fait c'est ça qui est beau dans les valeurs d'héroïsme, de don de soi. C'est d'y aller en collectif et pas juste en individuel. Et donc voilà, ces deux associations-là, vouloir s'engager entre jeunes et vouloir aider le patrimoine, et ben on a décidé, malgré le fait que ça puisse paraître un peu un oxymore jeunesse-patrimoine, de mélanger ça et d'envoyer les jeunes restaurer le patrimoine. Oui, je pense qu'au contraire, effectivement, c'est pas la jeunesse qui se saisit de ces thématiques-là, c'est pas, voilà, il se passera rien. Donc, en parlant de ça, tu parlais de Stéphane Bern. Effectivement, il y a eu, il y a quelques années, la création du loto du patrimoine, qui a été ressenti, je crois, comme une initiative extrêmement positive. Quelle conclusion tu peux en tirer de cette initiative? Est-ce que tu peux nous dire aussi quel rapport ont les Français par rapport à leur patrimoine? Donc déjà commencer par le loto et puis ensuite ce que toi tu perçois justement de cette relation. Sur le loto, je pense que c'est une brillante idée, donc qui est organisée avec la Fondation du Patrimoine, qui est un peu le navire amiral dans la restauration du patrimoine et qui fait un bien fou au patrimoine, notamment au patrimoine rural, délaissé, au petit patrimoine. Et je pense que le loto du patrimoine, c'est génial parce que c'est faire entrer par la porte populaire un sujet majeur et qui touche tout le monde, parce que tout le monde voit du patrimoine au quotidien, tout le monde est face à un monument, un lieu de patrimoine, que ça soit en ville ou en campagne. Et je pense que c'est une brillante idée parce que c'est une rentrée d'argent assez importante quand même pour les lieux de patrimoine. Et il y a un côté un peu, voilà, c'est pas que le côté subvention, c'est pas que le côté argent collectif de collectivités publiques ou de l'État. C'est un peu, voilà, ça fait partie des moments où les Français se réapproprient un peu leur destin et ce qui fait leur nation, leur pays, leur société. Quel rapport maintenant que ça fait depuis le temps, plusieurs années que tu travailles sur le sujet, quel rapport ont selon toi les Français par rapport à justement ce patrimoine? Eh ben, je pense que de manière assez générale, c'est quand même un très bon rapport. Enfin, moi, je suis assez épaté en fait. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est le nombre de petites associations locales qu'on a dans tous les petits villages de France. L'association des Amis de l'église de Saint-Alban, l'association des Amis du village de tel nom ou du château. Enfin, il y a quand même un maillage local assez impressionnant de petites associations bénévoles, sans trop de moyens, sans trop de capacités, mais qui ont juste une énergie, une envie d'aider leur petit patrimoine. Et chaque village, en fait, a le château le plus impressionnant, l'église la plus belle et la fontaine la plus jolie, quoi. Il y a un petit chauvinisme patrimonial assez marrant. Oui, mais ça, finalement. Et hyper sain, non, mais totalement. Ouais. Et du coup, j'étais très impressionné par le nombre de bénévoles qui s'engagent localement. Donc, je pense que le rapport au patrimoine est quand même assez bon dans le pays. Et je pense que c'est un des rares, et nous, c'est ce qu'on constate avec Arcade, et c'est vraiment un axe sur lequel on veut travailler, c'est que c'est un des rares lieux qui unifie encore les Français. Dans ces associations-là, tu as à la fois le notable du coin, le bourgeois, comme l'ouvrier, la personne un peu plus simple. Intéressant, enfin, vraiment, c'est gauche-droite, il n'y a vraiment pas de couleur. Les maires qu'on voit, t'as toutes les couleurs politiques qui s'occupent de leur patrimoine. Et même parfois, tu peux avoir plus de maires de gauche qui sont plus en défense de leur église qu'un maire de droite. Enfin, c'est assez intéressant. Et c'est peut-être un des rares lieux qui, je pense, rares sont maintenant les lieux de vie ou les lieux de partage qui réunissent dans notre société. Et je pense que le patrimoine en fait partie. Il faut le préserver à fond. Et c'est un des rôles d'Arcade aussi. Sorte d'universalisme finalement, totalement, de transcendance liée au beau que représente ce patrimoine français qui nous est envié en fait à l'international. Hein. Je le répète, 100 millions de visiteurs
chaque année, c'est qu'il y a quelque chose effectivement à protéger, à défendre. Pourquoi je te posais la question sur le rapport qu'ont les Français par rapport à leur patrimoine, comme tu le disais là très justement, cet exemple de toutes ces organisations locales, je dirais transpartisanes et qui va au-delà des catégories sociales justement est intéressante parce que est-ce que finalement, ça c'est un peu la question qui pique si je puis dire, un peu épicée, mais est-ce que ce serait pas le rôle de l'État, notamment je pense au vu des fonds qui sont prélevés dans les foyers français chaque année, est-ce que ce serait pas le rôle de l'État justement de prendre aussi une partie à bras-le-corps? Je rappelle pour illustrer le propos qu'il y a quelques mois on avait vu le Moulin Rouge perdre ses ailes littéralement, alors qu'on sait que c'est un haut lieu touristique. Alors évidemment, patatras, la mairie de Paris était intervenue et avait débloqué les fonds pour les réparations, mais on se dit mais comment finalement il n'y a pas un suivi de ce patrimoine? Quand même, le Moulin Rouge, en plus, qui est une représentation à l'international immense, un symbole très fort. Pourquoi, je veux dire, quel rôle doit avoir l'État dans ce genre, dans la protection et la défense du patrimoine? Ouais, ça c'est un sujet passionnant et qui est souvent en débat dans le patrimoine entre l'argent public, l'engagement privé pour le patrimoine, les associations locales et les entreprises, etc. Alors c'est peut-être étonné, mais moi je pense que l'État agit quand même pas mal pour le patrimoine. Ah, je sais pas, j'ai pas, justement, c'est un sujet que je connais assez peu. Je pense qu'il y a quand même, il pourrait y avoir plus. Moi, j'ai juste vu l'actualité avec cette fameuse histoire de Moulin Rouge. Et en effet, ça, c'est un mauvais symbole et c'est un mauvais signe. Ça fait un peu on prend pas soin des bijoux de famille, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est quand même pas ça. On peut se dire encore un truc qui, pour l'image de la France internationale, fait mal. Mais bon, non, la liste devient longue maintenant, donc c'est plus trop le problème. Mais non, je pense qu'il y a l'État agit quand même. Il y a des sujets sur. Je pense que ça va plutôt être au niveau du ministère de la Culture de se dire est-ce que le pourcentage qui est donné au patrimoine est vraiment assez important? Ça, je pense pas encore, et beaucoup au spectacle vivant et avec tous les travers qu'on peut y connaître. Mais après sur la cérémonie des JO notamment. Je ne prononce pas. On n'ira pas là-dessus. On reste sur le patrimoine. Non, mais en effet, mais c'est voilà, il y a des vrais sujets, surtout que le spectacle vivant pour moi est quelque chose qui peut être plus clivant parce que c'est des goûts un peu les goûts et couleurs. Le patrimoine a peut-être ce côté plus universel, donc nécessiterait, je pense, plus de moyens. Mais je pense que l'État met quand même en place des choses. Il y a quand même un tas d'initiatives, il y a un tas de subventions, il y a le travail aussi de l'administration là-dessus, la DRAC, enfin les directions régionales sont vraiment assez impressionnants. Enfin, le travail est quand même assez impressionnant. Ouais, il y a un vrai maillage. Il y a quand même un vrai maillage national, mais, avec des interlocuteurs présents, concernés, des moyens quand même qui sont mobilisés. Et qui bossent vraiment. Après, les discussions sont parfois un peu houleuses et compliquées, mais il y a quand même du monde sur le sujet. Okay. Après, on peut aller encore plus loin parce qu'il y a, il y a des moyens qui sont mis en place, mais le sujet est tellement vaste. Enfin, quand on va toutes les églises du village, après, quand on va sur le sujet des églises. Oui, parce que c'est la propriété de l'État. Propriété surtout des collectivités, la plupart du temps. Donc, des communes. Donc, normalement, c'est au maire de gérer ça, à la commune de sortir les fonds. Mais là où on peut voir le rôle de l'État, c'est sur la baisse des subventions, des dotations, pardon, qui sont données aux communes. Et moins les mairies ont de moyens, moins l'Église paraît une priorité pour beaucoup, parce que dans un pays qui est de plus en plus déchristianisé, quel argument donner à ses administrés pour un maire de dire je préfère restaurer la toiture de l'église que refaire la toiture de l'école. Voilà. Et ça, on peut pas en vouloir à un maire c'est compliqué là-dessus. Oui, c'est plus le sujet c'est plutôt l'accompagnement des collectivités qui est un sujet important pour moi, de se dire comment on leur donne les moyens de défendre leur patrimoine, de s'en occuper. Et surtout, toutes les mairies n'ont pas l'ingénierie pour monter des dossiers de subvention, monter des dossiers de travaux, pour restaurer leur patrimoine, que ce soit l'église, mais parfois ça peut être un lavoir, ça peut être un château qui appartient à la commune, etc. Donc le sujet va plutôt pour moi être au niveau des collectivités. Ouais. Et ça reste quand même pour moi aussi un sujet qui doit venir de la population elle-même, de s'approprier, de pas attendre l'État sur tout. Et sur ce sujet-là, faut que l'État laisse la liberté d'action un peu plus, je pense, sur ce sujet, mais que le simple, le français prenne à bras le corps ce sujet, de se dire, et se dise, en fait, c'est pas le roi qui a construit tous les châteaux, c'est pas le roi qui a construit tous les lavoirs, c'est pas le roi qui a construit toutes les églises, donc c'était pas l'État à l'époque, mais c'est chaque groupe humain local, quoi. Enfin, chaque village, chaque quartier, etc. Et ça, je pense qu'il faut qu'on retrouve cette appropriation locale du patrimoine. Oui, tout à fait. Oui, c'est pouvoir justement être capable d'être force de proposition indépendamment de l'État. Si tu devais rapidement dresser un peu un état des lieux
synthétique, parce que je sais que vous sillonnez la France en permanence justement pour reconstruire, améliorer, protéger ce patrimoine. Qu'est-ce que tu dirais, parce que comme tu disais, c'est les bijoux de famille, hein, je pense que c'est peut-être une des verticalités les plus précieuses qu'on a en France, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce que tu dirais là, voilà, de la situation, même si évidemment il y a des carences, sinon Arcade n'existerait pas et on va en parler plus concrètement, mais voilà, quel portrait tu pourrais dresser de la situation, de l'état du patrimoine français? Il est toujours aussi magnifique, ça c'est chouette. Ouais. Il est quand même préservé dans un bel ensemble. En tout cas, il y a une volonté de le préserver. Je pense on va perdre beaucoup de bâtiments dans les années à venir. Enfin, les Ah églises oui. de village, c'est un vrai sujet. Et il y aura, Par manque d'entretien régulier? par manque d'entretien régulier. En fait, le sujet, c'est surtout sur l'entretien régulier. De se dire, en fait, typiquement, pour un exemple très simple, une église de village, on a souvent un problème de toiture ou d'infiltration d'eau, etc. Et en fait, si chaque année, on monte une échelle ou un élévateur pour curer la gouttière, enlever la mousse, remettre 2-3 ardoises, 2-3 tuiles, et en fait, tu gagnes des années de vie de ta toiture ou de ton église. Et ça, Oui, problème, parce c'est que qu'après ça s'infiltre. c'est pas fait pendant des années et après, c'est des travaux colossaux. Donc, c'est payer voilà 100 euros, même un peu plus pour une heure d'élévateur ou plutôt que payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour faire toute la toiture, ça serait bien. Mais je pense qu'il y a un sujet sur l'état actuel du patrimoine, c'est plutôt la vision qu'on a du patrimoine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut être. Est-ce qu'on veut être juste des gardiens de ruines? On conserve, on est des conservateurs de musées. On garde voilà, dans l'état notre patrimoine, on met un peu de trois pierres, mais en fait on regarde juste, en fait l'histoire s'est arrêtée, on hérite du passé, Oui, voilà, voilà, on a des beaux châteaux, des belles églises, mais c'est tout. Ou est-ce qu'on se dit qu'on est encore comme nos anciens et nos ancêtres des bâtisseurs et qu'on continue à construire, qu'on continue à ce patrimoine à le faire vivre? Et nous, c'est ça avec Arcade, on veut pas être des gardiens de ruines, on veut pas juste préserver pour préserver, conserver pour conserver, on veut restaurer et faire vivre le patrimoine. En fait, parce que le patrimoine, c'est allier l'utile à l'agréable. Nos anciens ont pas juste construit des beaux tableaux à observer dans le paysage, mais quand tu construis un château, c'est qu'il y avait aussi une vision derrière, économique, il y avait politique. Une église, c'était pour y prier, se rassembler. Un lavoir, c'était un lieu de vie du village et de travail. Enfin, c'était pas juste des belles bâtisses et il y a en effet le côté magnifique et beau dans le patrimoine, mais n'oublions pas que c'est avant tout aussi des lieux de vie et d'action. Et moi, j'avoue, ça fait partie des choses qui m'ont aidé à lancer Arcade. J'étais frustré des visites quand tu visites 2 heures un château, t'as l'impression que tout s'est figé dans le temps Ouais, je et vois qu'il y ce a que plus tu de veux dire. vie et en fait, tout repart. Moi, j'avais envie d'y vivre dans ce château, d'y travailler, d'y être avec du monde. Ouais. Et c'est ce qu'on propose aux jeunes d'Arcade, quoi. C'est de Ah, vivre c'est très dans ce intéressant. patrimoine, d'y dormir, d'y faire les choses de la vie, quoi, d'y Ouais. bouffer, d'y rire, d'y travailler, Oui, d'y puis à ce moment-là, dormir. du coup, on a envie encore plus d'en prendre soin parce que vu qu'on y est et qu'on Oui, y ça, il y vit, a un lien charnel. Et en fait, du et coup, le lien oui. charnel, il se fait naturellement. Ouais. C'est la magie du patrimoine, ça, j'explique Oui, pas. oui. Les vieilles Oui. pierres ont un pouvoir d'attraction et de baume au moral, enfin, assez dingue. C'est intéressant ça. Alors du coup, comment tu vois s'illustrer justement cette façon, cette vision de faire vivre en fait des lieux qui sont effectivement la plupart du temps figés dans l'imaginaire collectif. Voilà, c'est là, on visite, on regarde, mais il y a pas d'interaction Ouais. justement. Je pense c'est sur deux aspects. Il y a à la fois, il faudrait qu'on soit un peu plus souple sur la manière de restaurer. Enfin, les règles sont là pour protéger aussi, mais peut-être donner un peu plus de liberté pour se dire, en fait, nos anciens, ils se posaient moins de questions peut-être de faire tomber une église romane et de mettre une église gothique par-dessus. Enfin, c'est de se dire, est-ce qu'on a vraiment peur de continuer à construire et de continuer à créer Ouais. quelque chose dans le Il y a des patrimoine? travaux justement des architectes des monuments de France. Je crois quand on a un bien qui est Oui, classé, on est oui. extrêmement Oui, limité. c'est ça. En fait, il y a le lien avec la BF, il y a le lien avec la DRAC, et ça, c'est très bien. Ils sont là pour accompagner et protéger, pour pas faire n'importe quoi, et ça, c'est évident. Mais de se dire, est-ce que parfois ce travail est peut-être un peu contre-productif parce qu'il empêche certains travaux utiles, certaines actions qui permettraient de continuer à faire vivre le bâtiment, et ça peut parfois décourager les propriétaires ou les gestionnaires de lieux. Et en parallèle de ça, je pense, c'est trouver, et ça, c'est le grand sujet du patrimoine, c'est de trouver des nouvelles fonctionnalités à ces biens de patrimoine. À l'époque, tu avais un grand château, bon, tu avais toutes les terres autour et la ferme, etc. Tu avais un système de rente qui te permettait de faire vivre le château. Aujourd'hui, quand tu as juste le bien et tu n'as plus de terre autour, et tu n'as plus le pouvoir politique d'un seigneur de l'époque, comment trouver des ressources? Ça, c'est un vrai sujet pour les châtelains, de se dire, en fait, quelle activité économique on met en place là-dessus? Et ça, c'est l'éternelle question des biens de patrimoine, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Pareil pour les églises de village, est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce qu'on les utilise pour autre chose? Et c'est pour moi sur ces sujets-là où je me dis, en fait, on pourra pas tout sauver et c'est pas très grave. Mais ce qu'on sauve, il faut le sauver pour en faire quelque chose qui ait du sens, qui réunisse, qui élève, qui transcende, quoi.
Ah, c'est marrant ce que tu vois, en même temps que tu me disais, oui, il faut faire vivre les lieux, le patrimoine, les châteaux, etc. Je revois des images du château de Chambord, qui est magnifique, et c'est vrai, qui est en travaux d'ailleurs en ce moment, depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai des images du grand DJ Carl Cox qui mixait là-bas avec un énorme festival. Et effectivement, c'était des images assez impressionnantes. Et je pense que cette action a été aussi bénéfique économiquement pour le château. Ouais. Peut-être parce que c'était avant les travaux qui ont lieu actuellement, donc peut-être que ça peut aider. Ouais. Je pense également aussi au château de Fontainebleau, il y a régulièrement des événements musicaux et un concert de jazz il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Est-ce que c'est à ce genre d'initiative que tu penses? Mais après, là aussi, on parle de mastodontes dans le patrimoine. On parle vraiment de Fontainebleau. Oui, c'est ça, lieux c'est qui attirent naturellement. c'est les diamants de la couronne. Oui, Quoi, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais tu vois, donc là, effectivement, je crois que c'est déjà le cas. Donc, est-ce que c'est à ce genre d'événement que tu penses pour faire vivre les lieux? Et deux, effectivement, comment on s'y prend quand c'est des petits lieux. Alors, on peut imaginer effectivement des week-ends entre copains, une sorte de Airbnb du patrimoine. C'est ça, oui, il y en a qui vont mettre en place des choses comme ça, ouais. Oui, c'est ça. Il y a en fait, il y a à la fois ce qui va être un système pérenne de financement et des événements un peu ponctuels qui font des rentrées, peut-être des grosses rentrées d'argent. Donc, tout ce qui va être événements artistiques sur les lieux, ça marche quand même pas mal. Nous, c'est ce qu'on a mis en place avec Arcade. On a une troupe de théâtre interne à l'association qui vient jouer sur les lieux pour faire du patrimoine bâti, le décor du patrimoine littéraire. Et cette association-là, du patrimoine un peu matériel et immatériel, est en fait hyper intéressante. Donc vous faites la jonction entre les deux. Oui, c'est ça. Très intéressant. Parce que c'est aussi des moments qui réunissent on invite les habitants du village à venir assister à la représentation. Enfin, c'est un moment assez, pour vraiment réunir nos volontaires sur le chantier et la population locale. Donc tu vas avoir les événements artistiques, tu vas avoir la mise en place de gîtes, d'événements type séminaire, mariage ou autres. T'en as qui vont avoir des visites payantes. T'as un château j'ai plus le nom, mais qui est un monsieur qui fait pas mal de choses dans le patrimoine, qui accueille des séminaires pour apprendre l'anglais. Enfin, c'est les entreprises envoient leurs collaborateurs, et plutôt qu'apprendre l'anglais dans un open space à Paris, tu l'apprends dans un magnifique château, je sais pas, de 18e, quelque chose comme ça. Et en fait, retrouver, t'as aussi l'association qui est une magnifique association, Excellence Ruralité, là, qui œuvre dans les ruralités pour les élèves un peu issus des familles populaires, à racheter le château de la Fère, dans l'Aisne. Et pour en faire la nouvelle école je trouve ça génial, c'est de se dire des futurs élèves, enfin des élèves vont pouvoir étudier dans un cadre comme celui d'un château. C'est des choses qui c'est pas apprendre ça c'est pas apprendre tes cours de maths dans un Adgeco, tes cours d'histoire. Bien sûr. Ton cours d'histoire dans un château, le grand escalier, je pense en fait faut que ce soit des lieux de vie de maximum où tu as un maximum de monde qui y passe, parce que le patrimoine a cette magie je pense, de tirer l'homme vers le haut, parce que c'est beau et c'est grand et ça s'explique pas, je trouve. C'est un peu naturel. Génial. J'aime beaucoup ta vision, effectivement, de faire vivre le patrimoine et pour se sentir concerné en réalité, parce que je pense que c'est effectivement une des meilleures solutions pour que les gens, aussi bénéficient de ce patrimoine. Que ce soit pas que les étrangers qui viennent faire des photos, que nous aussi, même si c'est formidable que notre patrimoine est apprécié à l'international, c'est génial pour le rayonnement de la France, évidemment, mais c'est bien aussi que nous-mêmes, on retrouve ce goût de ce qui compose notre ADN en réalité. Ce patrimoine, c'est la preuve physique en fait du temps qui est passé. Et ça, c'est une très bonne idée que justement de le faire vivre, et avec une troupe de théâtre encore plus, que faire la jonction entre le patrimoine matériel et immatériel. C'est vraiment une très belle initiative. Alors du coup, je voudrais, pour ceux qui nous écoutent, qu'on rentre dans le cœur justement du fonctionnement d'Arcade d'un point de vue très opérationnel. Comment ça s'articule? Comment vous vous organisez, vraiment tout l'aspect opérationnel, je dirais, de votre organisation. C'est très simple. En fait, Arcade, on a lancé ça, donc c'est tourné pour les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. D'accord. C'est vraiment cette cible-là qu'on vise, et on leur propose de venir faire des chantiers de restauration du patrimoine un peu partout en France. Donc il y a deux dimensions sur le chantier. Moi, j'ai 31 ans, je peux plus venir. Et oui, malheureusement, mais tu peux être donateur. D'accord. Et ça, c'est parfait. Quand même. Ça sera l'étape d'après. Très bien, on va en parler. Et oui, en fait, on a pris cette cible-là parce que en fait, c'est l'objectif d'Arcade, c'est d'embarquer la jeunesse, rendre service dans les campagnes à travers le patrimoine. Et du coup, c'est un témoignage qu'on veut donner aux habitants et à la France entière. C'est cette jeunesse qui veut se donner, qui est prête à se donner gratuitement le temps de ses vacances. Et donc, nos chantiers, il y a deux dimensions qui sont très importantes chez Arcade. C'est à la fois la restauration matérielle des lieux, donc les travaux manuels, retrouver le goût du travail manuel pour la jeunesse. T'es bricoleur, toi?
pas du tout, c'est ça qui est bien. Génial. Mais justement, c'est fait pour C'est le cordonnier, le mot bien chaussé. Voilà, exactement. Amaury. Non, mais Arcade est fait pour ça. Mais j'aime bien apprendre avec Arcade, y aller. Non, mais c'est de génial. base, je suis pas du tout Mais justement, mais c'est voilà, parfait. Ça prouve la règle. Exactement. Et du coup, c'est ouvert vraiment à tous les jeunes qui n'ont pas besoin d'être un spécialiste du bâtiment, d'être bricoleur, d'être manuel. Au contraire, il faut venir avec des mains gauches. Déculpabiliser le plus nord, dont je fais pas. Je reconnais que je suis pas le plus grand bricoleur du monde. Et en fait, c'est là qui est bien, c'est que c'est découvrir un peu cette joie du travail manuel qu'on a plus beaucoup. Pour beaucoup, on est souvent étudiant ou jeune pro derrière un ordi toute l'année. Et donc, c'est donner cette occasion de faire les travaux manuels, de voir le fruit de son travail. C'est hyper important d'être auprès d'artisans qui transmettent leur savoir-faire et d'avoir un moment de cohésion entre jeunes à travers le travail. Donc, vous avez des artisans locaux qui aident les jeunes et soit un artisan local, soit un bénévole d'association locale qui encadre et qui accueille nos volontaires. Donc, il y a cette dimension de travail manuel. Et la deuxième dimension d'Arcade qui est hyper importante dans notre fonctionnement, c'est de tisser du lien social avec les habitants du coin. C'est de se dire, en fait, dès le lancement d'Arcade, on s'est dit, on veut pas être des jeunes Parisiens qui débarquent avec l'impression de sauver le patrimoine et rentrer par la grande porte du château. C'est lui, on va vous expliquer comment on le fait, quoi. Oui, voilà ça. C'est le patrimoine qu'on vient aider, c'est un patrimoine local. Et le premier bénéficiaire de ce patrimoine, c'est l'habitant. C'est le gars du village. Et donc, si on va pas à sa rencontre, en fait, ça sert à rien. Donc, on va pas aider un bâtiment au milieu de nulle part. On va aider un patrimoine qui s'inscrit dans un territoire vivant. Et donc, on va avoir des actions avec les habitants pour aller à la rencontre. Donc, ça passe par au quotidien dans les discussions qui peuvent se faire, mais avec des moments aussi un peu plus marqués. On va aller visiter nos anciens en EHPAD ou des personnes âgées isolées. On va aller organiser un repas partagé avec les habitants du village. On va avoir des représentations théâtrales ou artistiques, comme on en parlait juste avant, le soir avec les habitants et nos volontaires. Bref, un tas de moments et de rencontres qui permettent en fait de tisser du lien autour du patrimoine, parce que comme on le disait en début d'émission, le patrimoine a cette faculté d'unir, je pense, en France, et du coup permettre à la jeunesse d'être un peu sphère de lance dans le patrimoine pour unifier les gens autour de leur patrimoine. Enfin, ça nous paraît très important. Donc voilà, quand tu viens sur un chantier, tu as ces deux dimensions-là. Tu travailles et tu pars à la rencontre des habitants, et tu en profites aussi pour découvrir un territoire de France, ses spécialités locales. Évidemment, faut aider les agriculteurs ou les producteurs locaux. Donc, c'est bien de goûter aussi ce qui se fait localement. Et t'es intégré à un territoire le temps de quelques jours. C'est des sessions assez courtes, hein. Tu viens une semaine ou un gros week-end. C'est des groupes de 5 à 20. Tu peux venir tout seul, avec 2-3 potes ou avec tout un groupe d'amis. Enfin, l'idée, c'est n'importe quel jeune qui a envie de donner du sens à ses vacances, d'apprendre à faire quelque chose de ses mains, d'aider son patrimoine, de découvrir un coin de France, d'être avec d'autres jeunes dans un lieu qui est un peu porté. Et ben en fait, Arcade est fait pour lui. Et notre triptyque, c'est vraiment patrimoine, jeunesse, ruralité, et d'associer tout ça pour en faire quelque chose en fait, qui fasse du bien à la fois aux jeunes, mais aussi aux porteurs de projets locaux qui essayent de restaurer son bien, et ça peut être un peu compliqué. Et pour la population aussi qui voit cette jeunesse s'engager. Et pour terminer, ouais, il y a dans les travaux, il y a tout type de travaux. On va avoir les travaux très simples de manutention, des broussages, peinture, jusqu'à de la maçonnerie, de la charpente, de la toiture, etc. Pour vraiment aider efficacement des lieux à aller mieux. Et les lieux qu'on restaure, ça va de la petite chapelle de bord de route en Normandie, dans l'Orne, jusqu'à un fort militaire dans la Haute-Marne, un château dans le Berry, une abbaye en Charente. Voilà, tout type de patrimoine bâti que comportent nos campagnes. Et on a cette année, tu vois, en 2025, on est de 21 lieux dans 17 départements. Donc il y a de quoi vraiment trouver son bonheur. Magnifique. Et vous avez combien de jeunes là du coup Et là, on espère en avoir 400, 500 cette année. On a déjà eu 1500 depuis 5 ans qui sont venus. Donc ça grandit chaque année. Superbe. Et qui donnent gratuitement de leur temps. Et ça, en fait, ça aussi, c'est un tant pour le jeune que pour le porteur de projet ou l'artisan. C'est assez magnifique. Le jeune qui vient, il va débarquer le dimanche soir sur un chantier. Il connaît personne. Bon, c'est la soirée un peu gênante, tout le monde est un peu intimidé. Et en fait, dès le lendemain matin, t'es en train de remonter ton mur avec un artisan du coin. Et ben, en fait, dès lundi midi, il y a une unité, une cohésion qui s'est créée. Et je pense que la jeunesse, on a besoin de retrouver des lieux de cohésion sans faire de politique. Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec le leitmotiv vivre ensemble sans trop comprendre comment on devait l'appliquer. Et en fait, avec Arcade, on se dit, nous, on veut surtout agir ensemble. C'est en fait retrouver des lieux d'action commune, de cohésion de la jeunesse, où, alors, il y a les réseaux sociaux, il y a les bars, mais où est-ce qu'on construit ensemble, où est-ce qu'on continue à être une nation de bâtisseurs et qui écrit l'histoire. Et ben, on s'est dit sur les chantiers. Ah, c'est magnifique, ça me parle. Alors évidemment, tu viens, j'avais fait mes recherches, mais j'avais pas
perçu autant aux profondeurs justement cet équilibre parfait. Je pense que vous avez trouvé. La preuve, c'est que ça fait votre succès aussi aujourd'hui, entre effectivement la nécessité de défendre le patrimoine, mais de le faire grâce à la jeunesse, donc elle se sente impliquée dans la défense de son héritage, en réalité, pour parler simple, et en même temps, ne pas décorréler ce patrimoine de tout l'écosystème vivant, local qu'il y a. Tu parlais des artisans, des agriculteurs, etc., de toutes ces personnes, en fait, qui font vivre justement nos terroirs, nos territoires. Et donc, je trouve ça hyper intelligent. La preuve, c'est que ça fonctionne, donc il n'y a pas de débat. Moi, je suis capitaliste, hein, donc quand ça marche, c'est que c'est bon. C'est que justement, vous avez trouvé la bonne formule de réussir à faire en sorte que ces jeunes redécouvrent qui ils sont, donc se réenracinent sur des territoires, du pourquoi en fait ils sont français, et en même temps d'aider aussi la reconnexion entre les différentes générations, parce que Dieu sait à quel point elle a été morcelée, cette relation entre les anciens et les plus jeunes, et en même temps recréer des liens entre des métropoles, Paris, Bordeaux, Nantes, etc., et la ruralité, voilà, alors parce qu'on fait partie du même peuple, donc non, vraiment c'est impressionnant, c'est top. Alors justement, quels sont, parce que j'imagine que ça va être assez colossal en termes d'organisation, de logistique, de besoins financiers, parce que c'est des gens qu'il faut loger, nourrir, enfin voilà, ils sont bénévoles, mais il faut quand même subvenir aux besoins de chacun, et en même temps, il y a aussi le matériel, j'imagine qu'il faut pouvoir payer, les artisans, comment ça se passe, enfin voilà, comment d'un point de vue matériel, ça s'articule tout ça, parce que tu parlais de 400 jeunes au total, donc comment ça se passe? En effet, ça a des coûts. Après, c'est une organisation assez simple. On veut vraiment faire les choses la plus simple possible, que ça soit accessible à n'importe quel jeune, que ça soit pas très cher non plus. Donc, le jeune va s'inscrire, payer un peu une cotisation, frais d'inscription, mais qui sont vraiment pas chers pour je pense pour ce qu'on propose. Je savais pas, d'accord. Voilà. Je sais pas, je cool. Dans le détail, mais tu vas payer 30 € ta semaine. Ok. Voilà. Ah oui, c'est rien. Ce qui est rien. Tu payes en plus ton aller-retour, ce qui est un peu logique. Et en fonction des lieux, certains lieux offrent même la nourriture, et d'autres où c'est le groupe de volontaires va faire ses courses, a une cuisine à disposition et fait sa nourriture. Donc tu peux avoir les 30 € plus une participation à la nourriture. Mais donc ça te revient une semaine qui est quand même beaucoup moins chère qu'une semaine classique de copains. Oui, évidemment. Avec loué un Airbnb ou autre, parce que le logement est offert. Voilà, donc c'est la partie pour le jeune qui vient. Et nous, l'association, il y a en effet toute la logistique derrière. Et on va pour certains lieux, on va payer du matériel de chantier, des matériaux, des artisans. Il y a tous nos déplacements sur site. Il y a aussi la troupe de théâtre, costumes, décors. Il va y avoir toutes les actions de lien social quand on offre un repas pour les habitants ou un apéro. Tout un tas de dépenses, les t-shirts arcade. Enfin bref, après c'est très 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 mercantile, très logistique derrière, mais il faut avoir cette. Mais s'il y a un coût, les choses ne se font pas spontanément, malheureusement. Non, il faut en France, on a un peu un problème avec le sujet matériel et d'argent. À un moment donné, il faut se dire les choses. C'est quand même des besoins importants, de la logistique, du matériel. Il y a j'ai oublié les EPI, casque, gants, chaussures de sécurité. Ah oui. Et on a maintenant j'imagine qu'en plus, il y en a un qui se blesse, vous retombe dessus à bras raccourcis. C'est pour ça, donc là-dessus, il y a les protections nécessaires pour les chantiers, et vous avez des assurances particulières? Oui, on a un assureur incroyable là-dessus qui a l'habitude d'assurer pour les chantiers. Et on a aussi une équipe derrière. Maintenant on est quand même 2 salariés pour plus une petite vingtaine de bénévoles qui font tourner l'association toute l'année. Donc ça a des coûts aussi derrière. Et c'est vrai que ça, faut pas avoir peur de le dire. C'est pas parce qu'on est dans l'associatif et dans le bénévolat qu'on doit être des amateurs. Et en fait, on a le droit d'avoir une envie d'exigence quasiment d'entreprise et professionnelle dans une association. Et nous, c'est ce qu'on veut vivre avec Arcade. Et du coup, derrière, c'est des bénévoles qui sont très engagés, mais donc ça a des coûts en termes de déplacement, en termes de temps. On a des bureaux qu'on loue, etc. Et des salariés aussi présents, parce qu'on veut aller plus loin. En fait, on aurait pu être que 4-5 bénévoles à faire tourner une petite asso. Et comme on a de l'ambition et on veut être exigeant avec ce qu'on fait, ça demande du temps et des personnes, et du coup, ça coûte de l'argent. Et surtout que par rapport à la valeur qui est créée, que ça représente, faut réussir, c'est inquantifiable en fait. C'est ça aussi, ce besoin d'exigence, et c'est pour la raison pour laquelle je suis extrêmement content que tu sois là aujourd'hui avec nous, parce que justement, je pense que tu fais partie de ces jeunes leaders, avec Arcade évidemment, qui a ce souhait de l'excellence, et donc du coup, de passer très rapidement à l'échelle et d'avoir un rendu tu parlais d'entreprise, mais professionnelle en fait. Exactement. L'association, effectivement, c'est une structure juridique à l'origine, et c'est devenu une philosophie. Non,
C'est pas parce qu'on est une association, donc une structure gênée qui ne génère pas de bénéfices, que l'association, elle, ne doit pas avoir un résultat optimisé et excellent, en fait. Parce que justement, un, on est français, et deux, parce que la mission le demande et l'exige, particulièrement vis-à-vis des jeunes. Je pense que la jeunesse aussi a besoin, voilà, d'avoir des choses positives, dynamiques qui sont présentes. Et donc, non, tu as bien raison et bravo pour cette ambition-là qu'il faut incarner, qu'il faut assumer, qui est pas évidente. Ouais, surtout au vu voilà, de l'état d'esprit général. Donc non, ça je le comprends très bien. Et c'est pour ça que justement je fais exprès de gratter un peu là-dessus, parce que c'est parfois ce qui est le plus difficile à dire, alors que c'est ce qui semble le plus évident. Chez nos amis outre-Atlantique, pour eux, c'est ça, ils en parlent beaucoup plus l'argent librement. circule très bien et puis ça fonctionne. Donc aujourd'hui, pour bien comprendre justement vos les différentes strates de votre action, quelle est la plus grande problématique que vous rencontrez? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est justement le besoin de financement? Est-ce que c'est trouver des artisans locaux? Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, s'ils peuvent filer un coup de main, comment ça se passe? À quel endroit on peut agir? Si je pars du plus simple, c'est d'avoir des lieux de chantier, parce qu'on a plein de candidatures. En fait, les lieux peuvent candidater, déposer un projet sur un site internet. Très bien. Et après, on sélectionne en bureau d'association les chantiers qu'on veut accompagner. Donc ça, trouver des lieux, c'est pas le plus difficile. Il y a tellement de besoins dans le patrimoine en France que ça, c'est pas souci, mais que les gens n'hésitent pas. C'est majoritairement des particuliers ou des mairies? C'est beaucoup de particuliers qui nous contactent, mais nous, avec les particuliers, c'est un peu plus, on peut pas accompagner aussi facilement qu'on veut un particulier, parce que on peut vite être sur de l'enrichissement personnel, comme c'est des bénévoles. Oui. On est une association d'intérêt général, donc les dons sont défiscalisés. D'accord. Faut pas que ça apparaisse comme un détournement un peu de fonds. Okay. Et, mais un particulier qui a un vrai projet d'intérêt général sur place, où c'est pas une résidence secondaire ou un lieu de résidence privée, mais qui a un vrai projet pour la collectivité, là, on peut aller en aider. Mais évidemment, quand on parle avec eux, on sent tout de suite. Oui, c'est que c'est ça, il y a la différence se fait très simplement. Vraiment, je sentais, c'était leur sacerdoce, quoi, de faire en sorte que le château mais c'est impressionnant. Moi, tienne et se transmette. Je suis toujours impressionné par un porteur de projet d'un patrimoine, tellement c'est impressionnant. Mais du coup, pour tous ces lieux-là qu'on n'accompagne pas, pardon, je fais un peu une digression et je réponds à ta question, mais on a mis en place ce qu'on appelle, et ça peut en intéresser certains, le réseau patrimoine. C'est, nous, on accompagne une vingtaine de chantiers en propre par an. Les chantiers qu'on peut pas accompagner pour différentes raisons, on les affiche quand même sur un site internet, ce qui permet à des gens qui ont plus de 30 ans ou qui rentrent pas dans nos critères de volontariat de venir aider ces lieux-là. Et ces lieux sont quand même affichés avec leurs besoins bénévoles. Donc, on a notamment tous les groupes scouts qui nous contactent, qu'on prend pas en propre sur le chantier, on les renvoie vers ces lieux. Formidable. En fait, on cherche à multiplier l'aide. Très vertueux. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est le réseau patrimoine. Donc les lieux qu'on a, c'est à la fois des lieux privés, mais on aime bien aussi tout ce qui est de collectivité. En fait, ça a beaucoup de sens d'aller aider une commune qui veut restaurer son bien. Là, t'es vraiment immergé dans le village. On pourra parler je parle du chantier de Saint-Alban, mais on en parlera un peu après. Ah oui, tu veux nous raconter quelques anecdotes quand même. Tu vas pas partir comme ça. Il y a un lieu qui est pas mal à raconter. Et donc les lieux, c'est pas compliqué. Trouver des jeunes, c'est toujours un défi, mais il y en a de plus en plus chaque année. Mais c'est un vrai travail quand même de recrutement. C'est dans les écoles. Bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, d'accord. C'est dingue. En fait, du coup, pour nous, c'est positif. C'est-à-dire que l'expérience passe bien sur le chantier. Bah oui. Les réseaux sociaux, évidemment, ça part aussi importante. Et de plus en plus, les interventions dans les écoles. Qui aide à faire venir aussi dans les universités, les facs et tout. Excellent. Donc vous venez ça nous arrive de plus en plus de faire ça, et ce qui permet du coup de toucher à votre demande, à notre demande ou la demande des écoles. Il y a les deux. Voilà. Formidable. Et ça, c'est vraiment bien. Génial. C'est aussi des signaux positifs de l'impact grandissant. Moi, j'aurais aimé avoir un plus d'arcade, effectivement, à l'époque où j'étais étudiant. On sent que ça parle aux étudiants. Ah bah oui. Évidemment. Et après trouver des artisans, ça peut être un peu difficile parfois parce que les artisans sont très demandés, les carnets de commandes sont pleins. Ah oui, donc ça, dès qu'on arrive en province, il y a une paupérisation, il y a une rareté. Et il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Enfin, ils recherchent souvent des successeurs. Donc, pareil, si ceux qui nous écoutent ont des contacts d'artisans, maçons, couvreurs, tailleurs de pierre, ça peut nous intéresser. Et enfin, le plus compliqué, ça reste l'argent, la levée de fonds. Et de trouver régulièrement des donateurs, que ce soit des particuliers, des entreprises, des fondations, ou c'est le plus difficile depuis 5 ans, c'est un peu notre bête noire, les finances. Mais on cherche à s'améliorer, à se professionnaliser et trouver des manières de pérenniser un système de financement. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez des gros mécènes, des petits mécènes, majorité de petits mécènes? Non, c'est un mix entre petits mécènes, gros mécènes et fondations ou entreprises. Il y a un peu très intéressant. Les entreprises, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les entreprises justement peuvent aussi évidemment... Complètement, c'est défiscalisé aussi et c'est je crois que c'est 60% dans le... Enfin bref, après j'ai plus les chiffres en tête. Mais ça c'est carrément possible aussi. Mais pour l'instant, on dépend encore à 90% du mécénat. Et ça, vous n'avez pas d'aide publique? On a quelques petites subventions, mais vraiment toutes petites, de mairie.
Quand vous allez sur place en Quand on est fonction sur des place, chantiers. une commune peut faire Bah une oui, subvention avec. évidemment. Voilà. Mais oui, mais ça ouais, passe ouais, pas. En ouais. fait, j'ai envie de dire, oui, c'est tout de suite redépensé Oui, dans le c'est projet, oui, c'est quoi, en ça. fait. Pour Donc, eux, en fait, ça ça impacte sert les pas au plein. fonctionnement C'est ça. général. Et on est content que ça soit dans le. Oui, ça sera pas. Oui, Pour les c'est frais de fonctionnement, localisé. c'est oui. Et trouver des gens qui sont prêts à financer des frais de fonctionnement, c'est plus compliqué. Mais ça arrive et je les remercie vivement. Mais je remercie d'ailleurs tous nos donateurs. C'est hyper précieux ce qu'ils font. Et voilà. Donc c'est un Ok. peu les. Non, mais c'est très bien de donner aussi Ouais. l'envers du décor, Ouais, comprendre c'est où vrai, la va réalité. l'argent, comment ça fonctionne. C'est moins drôle, mais Mais non, mais nécessaire. enfin, Voilà. pour moi, c'est une nécessité absolue. On peut pas avoir des grandes ambitions si tout le monde, chacun à son niveau, Ouais. ne prend pas à bras le corps ces sujets-là. Donc, non, c'est top. Merci pour ce témoignage en toute transparence. Alors, du coup, maintenant qu'on va parler des problématiques, quelle est votre vision là à moyen long terme? Comment tu vois l'évolution justement de votre organisation et même du patrimoine au sens large? Bonne question. C'est quoi les prochaines étapes? Ouais, c'est toujours un peu la question qu'on a en interne, c'est vers quoi on va, enfin comment on y va. Moi, j'essaye de me remettre souvent en question. Je pense que c'est hyper important en tant que chef et en tant que organisation d'être toujours dans la remise en question et de savoir vers ok quel est l'objectif. Nous, en fait, il est assez simple. On revient toujours à ce même point, enfin à cette même réflexion, c'est être vraiment un lieu principal d'engagement de la jeunesse. C'est de se dire que la comparaison est peut-être un peu foireuse, mais aujourd'hui, on n'a plus de service militaire. On n'a plus de lieu. Alors, ça avait sûrement ses imperfections, mais il n'y a pas un lieu où il y a vraiment des classes un peu entières de jeunes qui passent et qui qui apprennent la camaraderie. Qui vivent quelque chose, voilà. Bien Il y a sûr. de fort. Alors, je dis pas qu'on aura des millions de jeunes un jour chaque année, mais on aimerait bien devenir un lieu majeur connu pour la jeunesse où elle peut s'engager, être fédérée en milieu rural. Ça peut être une très bonne idée, ça, justement, de proposer une sorte de service militaire, mais thématique. Vous choisissez à 18 ans, est-ce que vous voulez aller aider le patrimoine? Est-ce que vous voulez aller aider les personnes dans le besoin? Est-ce que vous voulez aller aider des personnes âgées? Ça pourrait être... Ou est-ce que vous voulez aller dans l'armée? Mais ça pourrait être hyper intéressant, justement. Non, mais ça, je pense qu'il faut trouver, c'est un peu ce que cherche à mettre en place l'État avec le service universel, enfin, le service national universel, mais qui peut avoir aussi ses limites. Mais je pense qu'il faut aller dans cette veine-là en tout cas, pousser les jeunes à trouver des axes d'engagement pendant leurs années étudiantes, enfin même lycéennes et étudiantes. Et ça, je pense qu'il faut que l'État sache laisser une part d'action aux associations, enfin que les associations puissent être vraiment, parce que c'est peut-être les lieux idéaux pour ça. Donc voilà, c'est notre objectif principal, c'est vraiment d'avoir toujours plus en plus de jeunes. C'est plus de jeunes, professionnaliser encore plus nos chantiers, que l'aide matérielle qu'on apporte soit vraiment encore plus efficace pour la restauration des lieux, et que l'impact en fait dans les lieux, enfin sur les lieux qu'on accompagne, l'impact local soit un peu plus prégnant et que ça apporte toujours quelque chose aux jeunes qui viennent et qu'ils apprennent une technique, qu'ils apprennent l'histoire d'un village, l'histoire d'un département, l'histoire d'une province. Et en même temps, j'aimais bien cet exemple un peu qu'on avait au début du lancement d'Arcade, c'est se dire si demain notre action ne suffit juste à donner que de l'espérance à un petit vieux d'un petit village qui se dit tout fout le camp, tout part à volo, et qui voit cette jeunesse qui se donne et qui dit en fait non, tout n'est pas perdu parce que rien ne se perd jamais. Et en fait on aura fait notre travail. Alors évidemment moi je rêve de milliers de jeunes qui se ruent pour restaurer leur patrimoine, mais si demain ça fait du bien à un seul jeune qui retrouve du sens à sa vie parce qu'il voit le fruit de son travail, il se donne et il sort un peu de ses écrans. Si ça fait du bien à un artisan qui dit ok je transmets mon savoir-faire, si ça fait du bien à un propriétaire de lieu, à une commune qui gère une église en disant c'est un bon soutien moral et matériel pour la restauration, et si ça fait du bien à un petit village de campagne qui se dit ok la relève est là, c'est bon, on a fait notre boulot. Formidable, se dire effectivement, je ne suis pas seul en fait. On n'est plus seul, on vit en communauté les uns avec les autres. Et ça, c'est hyper. En fait, la solitude, elle pourrit tout le monde. Et je pense, même chez les jeunes, c'est impressionnant. C'est ça qu'on n'a pas parlé. Avec avec la vague du Covid où ils étaient enfermés chez eux. Les statistiques sont affolantes. Il y a eu des très graves conséquences. Vous l'avez vu, j'imagine, comment vous avez vécu cette période-là. On a de la chance, on a lancé Arcade au moment du Covid, enfin du premier confinement. Et du coup, on a eu nos premiers chantiers juste après le déconfinement. Et on a eu une centaine de jeunes dès la première année. Donc pour nous, ça a été au contraire plutôt, je pense qu'on a surfé sur le fait de vouloir sortir un peu de ces appartes et d'aller sur le terrain. Et donc pour nous, ça a été plutôt bénéfique. Et je pense qu'en effet, c'est aussi on veut être un combat en quelque sorte entre la solitude qui est évidemment très importante chez les personnes âgées, mais qui, on le dit moins, mais qui est très importante aussi chez les jeunes. Je pense qu'on a beau être très connectés, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très seuls, qui ont peu de vrais amis, qui ont peu de lieux où ils discutent plus de 5 minutes, quoi.
Ouais. à part par écran interposé, mais donc voilà, s'il y a des jeunes qui cherchent un peu des lieux où ils peuvent se faire des bons amis, des lieux un peu d'action commune et concrète entre jeunes, rejoignez Arcade. Puis c'est prouvé, hein, l'utilisation des réseaux sociaux crée de la solitude Oui. immédiatement, en fait. C'est Oui, en une fait, c'est une frustration, corrélation quoi. directe. C'est en fait. frustrant parce que t'as l'impression d'être très Mais connecté, oui, d'être alors très qu'en lié. fait, on l'est de Et en moins en fait, moins c'est ça. et il y a énormément de statistiques, évidemment, qui le prouvent, quoi. Ouais. C'est avéré. Il y a justement, tu parlais voilà, de ce côté très positif. Est-ce que tu as des anecdotes sympas à nous raconter, des événements qui ont eu lieu sur vos chantiers, Ah. même des difficultés d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu créer Impact aussi. C'est le podcast de ceux qui agissent. Donc l'idée, c'est évidemment de montrer les initiatives, donner voilà la parole voilà à des leaders comme toi qui justement veulent s'engager. Et puis en même temps, dire à la jeunesse, regardez, vous pouvez faire plein de choses. On a reçu des entrepreneurs, des patrons d'associations, des écrivains, des éditeurs, des journalistes. Voilà, il y a plein de manières de s'engager. Donc justement, aussi dans l'engagement, quand on prend des risques, il y a aussi des pots de banane, parfois des pépins qui arrivent. Donc n'hésite pas, sois généreux dans les anecdotes. S'il y a aussi des moments un peu compliqués que vous avez rencontrés, faut le dire. Et il y en a. Mais je vais commencer par ce qui marche bien. Non, il y a des super retours, des anecdotes de terrain assez incroyables. Donc là, ça fait 5 ans. Il y a eu, on a aidé plus d'une trentaine de lieux. Je vais pas te faire toute la liste des lieux, mais il y a des lieux où où j'ai vécu vraiment plus le chantier sur place. Je pense facilement à le chantier de l'ancienne église du village de Saint-Alban. Donc là, tu es dans les monts du Bugey. C'est dans le département de l'Ain, à 1 heure de Lyon, à l'est de Lyon. C'est magnifique, c'est très vallonné. Et tu as un petit village qui s'appelle Saint-Alban, 190 habitants. Et à 1 kilomètre du village, sur un éperon rocheux qui domine une petite vallée, tu as l'ancienne église du village qui était, il y a plus de 10 ans, qui était complètement en ruine, qui était à terre. Et depuis 10 ans, le village c'est organisé. Il y a une association des Amis de Saint-Alban qui s'est lancée, qui est un peu le comité des fêtes aussi, et qui restaure l'église. Ils ont déjà remonté tout le porche d'entrée. Nous, on est arrivé depuis 3-4 ans. Et on fait chaque été un chantier avec eux pour remonter l'église. Donc l'objectif, c'est de remonter une église entière. C'était une église 12e, si j'ai pas de bêtises. Ah oui. Et qui est en train d'être remontée. Waouh. Et en fait là, ce chantier-là, c'était quand on a lancé Arcade, quand j'avais un peu l'image d'Épinal du chantier rêvé d'Arcade, c'était ça. C'est t'as une église de village à remonter. T'as un petit village qui accueille des jeunes d'Arcade, et t'as une ambiance sur place. Quand on travaille, moi j'ai fait une semaine là-bas de chantier, tu dors dans la salle municipale qui est au rez-de-chaussée de la mairie. T'as une seule grande rue en fait dans le village, en gros, grosso modo. Et tu dors dans la mairie, tu prends ta douche chez l'habitant, tu travailles avec des habitants et des jeunes du village sur le chantier, et tu visites la région, les spécialités locales. Là-bas, c'est le royaume du Cerdon, c'est un petit vin pétillant qui se boit très bien après un chantier. En fait, l'église domine les vignes du Cerdon, donc c'est magnifique. Et c'est un village avec une ambiance. Moi, on dit souvent qu'il faut pas avoir une image trop positive, trop fleur bleue un peu de la ruralité, parce que en fait, même dans les villages, la solitude existe, les gens se parlent plus trop. Enfin, c'est pas l'image qu'on avait peut-être un peu des villages autrefois. Mais dans ce village-là, il y a une ambiance. Enfin, c'est assez dingue. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que tu as encore des jeunes du village qui ont nos âges, qui ont la trentaine et qui ont grandi dans ce village ou dans les villages alentours, et qui bossent maintenant ailleurs, mais qui reviennent hyper régulièrement s'occuper du comité des fêtes du village et restaurer leur église. Donc ce qui est fou dans ce village, c'est qu'il y a encore la jeunesse qui est présente, et ils font une fête par saison en fonction de l'automne, l'été, printemps, avec les légumes de la saison. Enfin, c'est assez sympa. Ah, Et c'est génial. t'as le vieux pressoir à pommes à la main, t'as le truc pour les marrons chauds, t'as la fête de la courge où il y a la plus grosse courge qui est pesée. Enfin, en fait, c'est l'ambiance typique populaire de village qu'on aime. Et avec ce chantier en plus de restauration. Donc nous, envoyer des jeunes d'Arcade immergés dans C'est fabuleux. là, c'est assez dingue. Et la magie opère vraiment à chaque fois. Enfin, ceux qui arrivent dans ce chantier-là sont toujours transformés. Mais t'as des histoires aussi un peu dingues aussi je pense à Jean-Rémy Ribou, qui est un gars qui a une 50aine d'années et qui a récupéré il y a 10 ans un ancien fort militaire dans la Haute-Marne. Donc la Haute-Marne, c'est pas le département le plus sexy de France. Il fait très froid l'hiver, très chaud l'été.
y a pas des masses de jeunes qui se baladent dans le coin. Et le gars récupère t'as une ceinture fortifiée autour de la ville de Langres. Et il a récupéré un fort du fin 19e, un fort serré de rivière là qui a été construit après la guerre de 70. Et c'est un truc énorme. Et il est tout seul à se battre, il a aucun moyen. Mais il veut sauver ce truc-là. Donc nous on l'aide depuis 4-5 ans. Et en fait c'est ce genre de porteurs de projets qui à chaque fois m'impressionnent, et le lien avec les volontaires est fort. Il y a des groupes de jeunes qui sont venus 2-3 ans d'affilée sur ce lieu-là parce qu'à la fois tu as une histoire avec le lieu qui sont en train de restaurer, une histoire avec le porteur de projet local avec qui il y a une vraie amitié qui se lie. Tu as aussi des artisans, enfin je pense à Vianney, un tailleur de pierre à la retraite qui a fait 30 ans de taille de pierre et qui à Bolène au couvent du Saint-Sacrement accompagner nos petits bénévoles avec vraiment sa patience, sa douceur, voilà, du gars hyper simple, discret, qui paye pas de mine un peu, mais qui en fait a un talent et a de l'or, vraiment de l'or dans les mains, et qui sait prendre le temps avec des jeunes qui n'y connaissent rien, qui viennent là qu'une semaine pour les accompagner. Enfin que ça soit, en fait, voilà, et enfin pour finir sur les trucs un peu positifs, moi ce qui me fascine toujours, c'est quand je vais visiter un chantier, c'est les étoiles dans les yeux des volontaires. Ils sont là depuis 2 jours à peine. Et je te mens pas, il y a vraiment une joie, mais qui est pas la joie juste, c'est sympa, on a la campagne, on est avec des jeunes. C'est, il est en train de vivre un truc, il est trop content de te montrer le travail qu'il est en train de réaliser, et il est en train je sais pas, d'être pris aux tripes par le bâtiment dans lequel il est en train de travailler, de vivre quelques jours. Il y a quelque chose qui émane des jeunes, une joie. Moi, je suis toujours impressionné faut arriver en milieu de chantier, ils sont là depuis 2-3 jours, et il y a vraiment une magie qui s'opère, et ça, c'est pas arcade, hein. C'est pas, nous, on fait quelque chose de très simple, on met juste des gens à un endroit, et là, on laisse la magie opérer. C'est génial. Une sorte de retour à une sorte d'ordre naturel, en fait, des choses. Et c'est simple, t'as juste une truelle à la main, un outil, enfin, y a pas grand chose, hein. Y a bâtir rien des relations humaines, bâtir rebâtir des monuments. Et je pense qu'en fait, il y a le gars qui construit sa maison à l'époque, t'as une joie, je pense, naturelle de construire ta propre baraque. Alors que maintenant, on a aux têtes ces travaux au secours, rien ne va. Et en fait, non, c'est là qu'en fait, on s'accomplit un peu par le travail quand même, et par ça. Bien sûr. Le travail manuel. C'est intéressant aussi, le rapport à la valeur travail, qui peut se perdre aussi. Et moi, qui est un défi pour moi, je suis un peu on parle beaucoup de revenu universel, etc. Chez les jeunes, notamment, c'est un vrai débat. Justement, c'est intéressant. Et moi, le premier, c'est un défi, hein. Je suis un peu un flemmard de base. Enfin, tu vois, si on doit parler des défis ou des choses un peu plus dures. Et d'essayer de retrouver le goût de l'effort entre jeunes, de se stimuler là-dessus, c'est important. Et pour les défis un peu aussi, il y en a évidemment plein. C'est pas porter enfin, je parlerai d'abord peut-être de mon côté, c'est pas toujours très drôle de porter sur les épaules un projet associatif, un projet d'engagement. Tu te remets souvent en question, ça va pas aussi vite que tu as envie, ça décolle pas aussi vite. Il y a quand même il y a des moments où tu es vraiment dans le rouge financièrement. Tu dis, OK, comment tu vas payer ta salariée, comment tu vas payer les chantiers. Enfin, c'était le 30 juin 2023, le matin même, je n'avais rien pour payer les chantiers avec 200 jeunes qui venaient en juillet-août et ma salariée. Et voilà, bon, miracle, les choses ont été bien faites et on a eu la chance, on a été sauvés in extremis par plein de donateurs qui se sont mobilisés. Mais c'est quand même des bons coups de pression. Tu portes une équipe bénévole, tu portes après tous les volontaires qui viennent. C'est un peu mais moi c'est à la fois ce qui est parfois très dur à porter, mais c'est ce qui me forge et qui fait, qui m'aide à devenir petit à petit l'homme que je deviens. C'est Arcade en fait. C'est Arcade et à une partie, c'est mélangé intrinsèquement à ma vie maintenant. Mais c'est un défi de toujours savoir pourquoi tu le fais et de se dire, en fait, est-ce que ça a vraiment du sens? Le nombre de fois, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça a vraiment du sens d'envoyer quelques jours des jeunes restaurer un lieu? Est-ce qu'en fait, le patrimoine, à quoi bon? Pourquoi pas monter plutôt une boîte qui a vraiment un impact plus grand? Tu fois de se dire, en fait, à quoi ça sert? Mais quand j'ai des retours de jeunes qui rentrent d'un chantier, d'un porteur de projet qui nous dit, mais en fait, ça me fait un bien fou au moral, ça m'aide à fond de voir des jeunes ça me donne un coup d'espérance dans mon projet de restauration du lieu. Quand j'entends un artisan qui est trop content du lien qu'il a eu avec les volontaires, en fait, je vais de me plaindre et je repars au charbon et c'est reparti. Mais c'est
je pense qu'il faut lancer des projets associatifs, il faut lancer des projets, mais ce que tu fais aussi avec Impact. Ce que tu racontes, c'est exactement ce que vit un entrepreneur aussi. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on a vécu avec Épopée, puis La Pointe de l'Épée. Donc Épopée pour le grand public et La Pointe de l'Épée pour les professionnels. Donc, communication, production. C'est exactement le fait de se remettre en question régulièrement, de ne pas savoir comment faire financièrement parce qu'on a pris des engagements et qu'il faut les respecter vis-à-vis de salariés, etc. Enfin, tout ce que tu racontes. C'est pour ça que je dis qu'en fait, association entreprise, en fait, c'est même combat. Parce que toi, en plus, tu gères des bénévoles. Mais voilà, donc non, ce que tu racontes, je peux souscrire qu'à 1000% justement sur cette remise en question permanente et pourquoi on fait, est-ce que ce serait mieux de le faire autrement. Donc non, c'est formidable que tu donnes ce témoignage-là aussi, mais c'est ça la vie, c'est ça qui forge. C'est un choix. L'adversité, ne savez-vous pas que c'est l'unique cause du dépassement de l'homme, disait Nietzsche. Donc justement, c'est ça aussi qui est fort, c'est de pouvoir entreprendre dans l'association ou dans l'entrepreneuriat pour aussi pour notre pays, pour le bien commun. Ah oui, non, tu le sais, mais t'as bien raison. Moi, le nombre de fois où j'ai envie je me dis, ce serait plus simple de lâcher, de pas être de pas être une tête de pont, de pas tirer le. Mais il en faut. Et en fait, il en faut. Il en faut. Et il en fait d'autres qui se lèvent. Et en fait, il faut y aller. Et il faut. Enfin, je pense qu'on n'a pas le choix de prendre les places, de s'engager, d'y aller à fond. Et mais il faut pas y aller seul. Moi, ce que je dis souvent autour de moi, c'est qu'il faut si on veut porter des projets qui ont du sens, qui font du bien à la cohésion nationale, qui font du bien à la société tout entière, et il faut être une meute de loups, quoi. Il faut y aller à plusieurs, quoi. Il faut pas être solitaire. Et donc rejoindre des projets qui se lancent ou lancer soi-même ses projets, mais s'entourer et pas y aller tout seul. Et si je me permets un conseil juste dans le lancement de projet, c'est d'aller assez vite sur le terrain, quoi, que ça soit concret, quoi. Faut pas que des projets LinkedIn, tu vois. Enfin, je suis un peu cash, mais c'est dire, en fait, faut faire. D'abord faire ton projet et après tu le vends, quoi. Oui, faut le faire, faut expérimenter. Et ça marchera peut-être pas, et c'est pas grave, mais c'est ce côté où la communication est hyper nécessaire et c'est hyper important et on en fait aussi, mais c'est assez vite, ok, t'as tel projet, et en fait, si ton projet c'est de faire ça, fais pas que annoncer que tu vas le faire, mais fais-le. Oui, parce qu'en plus, en le faisant, on se rend compte que la réalité ne correspond pas à ce qu'on avait en tête, qu'il y a des choses qui vont marcher, qui n'étaient pas du tout prévues dès le départ. Typiquement, nous, La Pointe de l'Épée, on l'a créé ex nihilo, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de créer des œuvres, justement, pour des entreprises, des associations, etc. On a eu la mission avec Saint-Cyr, en fait. C'est ça qui a créé l'entreprise de communication. Mais à l'origine, nous, on était une boîte de prod, documentaire, reportage, émission culturelle. C'était pas du tout notre modèle économique initial. Et ça l'est devenu. Parce qu'en fait, la force des choses a fait que, on a su s'adapter et justement aller là où il y avait des opportunités. Donc, justement, là où tu as totalement raison, c'est que c'est bien les business plans. Tableau Excel, je crois que c'est le plus grand créateur de poésie au monde. Mais à un moment donné, la réalité du terrain, et justement, je pense que ça fait du bien aussi de se prendre des gadins, comme on dit, parce que ça permet d'évoluer et d'apprendre à ajuster le tir, évidemment. Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même que tu fasses un appel à l'action, comme on dit, que tu nous dises un peu, pour ceux qui nous écoutent, donc les jeunes, les moins jeunes, vous aurez compris, vous êtes tous les bienvenus chez Arcade. Chacun, on en met qu'à sa charge, comme disait mon arrière-grand-mère, donc vous êtes bien évidemment tous les bienvenus, si j'ai bien compris en tout cas le message d'Amaury, mais je pense que je trahis aucun secret en disant ça. Okay. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ceux qui nous écoutent? Alors très bien, il y a différents types d'actions et d'engagement. Le premier, je vais m'adresser aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui nous regardent. Te pose pas 36 000 questions. Tu as forcément des week-ends, quelques vacances qui traînent à droite à gauche dans les années à venir, dès cette année. Et c'est se rendre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, patrimoine-arcade.fr. Et là, il y a une liste de chantiers, il y a une liste de sessions. Il y a des sessions de chantiers de mars à octobre. Il y a de quoi trouver son bonheur. Et c'est de t'inscrire à un chantier. C'est vraiment de te dire, ok, je prends quelques jours, je viens seul, je viens avec 2-3 copains, ou je viens avec tout un groupe d'amis de 5 voire plus, et je me donne quelques jours pour prendre soin d'un lieu de patrimoine et apprendre une technique de restauration. Donc ça, c'est passer à l'action et de se dire, ok, j'aime mon patrimoine, je like les belles photos de Stéphane Bern, mais demain je prends ma pelle et ma pioche et je vais mettre les pieds dans le cambouis, les mains dans le cambouis, pardon. Ensuite, à toute autre personne qui aurait pas forcément cette tranche d'âge, c'est je fais partie. D'en parler autour de vous. Je passe à la case finance après, mais d'en parler autour de vous. Vous avez forcément des jeunes dans votre entourage, donc de pas hésiter à leur parler d'arcade et ça peut les intéresser, notamment aux jeunes qui se posent peut-être des questions d'aller vers les métiers manuels. On n'est pas du tout un lieu de formation,
mais ça peut être le premier, la première goutte ouais, pour pour toucher à ça découvrir. et voir si c'est peut-être le chemin à creuser. Et si vraiment vous êtes en excès d'impôts ou en excès d'argent, on défiscalise les dons. Donc là, vous n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Ce qui nous aide le mieux, c'est les dons réguliers, voilà, même 20, 30, 50 euros par mois. S'il y a plein de petits donateurs qui font ça, ça nous aide vraiment beaucoup d'avoir de la visibilité sur notre budget et sur nos finances. Donc voilà, de faire un don chez l'entreprise, vous pouvez défiscaliser aussi avec votre entreprise. Mais surtout, parlez-en et engagez-vous aussi à votre niveau pour votre patrimoine local. Il y a plein d'associations locales, il y a la Fondation du patrimoine, il y a Arcade. Il y a plein de manières de soutenir son patrimoine avec du temps et des moyens financiers. Magnifique. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Exactement. Donc, à bon entendeur. Il y a plein de petits ruisseaux sympas, enfin, pardon. Non, je t'en prie. Non, mais donc voilà, donc vous l'aurez compris, voilà, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc il ne reste plus qu'à agir. Amaury, merci, pour ta participation, et puis j'espère à très bientôt sur des chantiers, pourquoi pas. Avec plaisir, on t'attend. On attend aussi ceux qui nous écoutent. Voilà. À très vite sur Impact.